Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 22 septembre 2025. On remet le couvert ce soir dans l'info continue pour évoquer l'actualité au niveau des forces politiques de l'opposition. Ça tâtonne, ça dénonce, ça boude et ça soupçonne de part et d'autre. En clair, ce n'est pas encore la grande sérénité du côté de ceux qui s'opposent à la continuité. Casse-tête dans la désignation du duo candidat pour la présidentielle, sortie et déclaration tendancieuse de certains leaders, coup de gueule dans les coulisses de certains mécontents. Bref, l'harmonie prônée et souhaitée en ces périodes qui nous conduisent vers les élections de 2026 nous semble se heurter à bien de réalités. Difficile de parler le même langage au sein du cadre de concertation. Les plus frustrés ont d'ailleurs claqué la porte comme le MPL de Espérance Tébé. On se pose alors la question de savoir ce qui justifie ce déficit de cohésion au sein des forces politiques de l'opposition. Pour en débattre, nous sommes ce soir entre confrères. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes en face de Aziz Adam Soulé. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Allez, beaucoup disent que l'opposition peine à trouver ses repères. Vous avez la même impression, Armand Videgla? Oui, mais c'est normal. En plus, ça ne me, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que c'est la grande sérénité de l'opposition qui est mise en épreuve, là où nous sommes actuellement. Mais il faudrait aller un peu plus loin pour savoir comment est-ce que l'opposition s'est constituée. C'est ça. Et qui sont les composantes de l'opposition. Et quand vous les voyez, vous constatez que c'est juste un groupuscule et qui s'est regroupé pour essayer de donner un tout petit peu la voix. Parce qu'en réalité, au fond, quand on voit, on sent qu'il n'y a pas du tout, qu'il n'y a pas une idéologie qui les rassemble. Et donc, quand il n'y a pas d'idéologie qui les rassemble et que Pierre est déçu quelque part, il vient, il dit, il est de l'opposition. Paul était avec un maître hier et aujourd'hui, il n'a plus les privilèges d'antan et il va avec son maître. Déçu, il dit qu'il est de l'opposition. Et donc, il n'y a pas ce fil conducteur, il n'y a pas cette manière de gérer la société prônée et vue par la population et qui s'oppose réellement à ce qui se fait en face. D'accord. Voilà. Et donc, avec ça devient un peu complexe. Il n'y aura pas de cohésion. D'accord. Allez, vous voyez l'opposition en position de difficulté en termes de cohésion, comme le pensent certains? J'aurais pu peut-être vous dire le contraire si j'avais bien évidemment des arguments pour étayer justement cette assertion-là. Malheureusement, le constat il est là. C'est vrai que on a pu voir ces quelques dernières semaines des sorties, mais des sorties qui peut-être de la position d'un militant auraient pu apporter de l'eau, peut-être une certaine satisfaction. Mais malheureusement, on a vu que ça a continué par les plaintes et les récriminations habituelles. Oui, la question a toute sa valeur dans la mesure où on a comme l'impression plutôt que il y a un manque de leadership au sein justement de cette équipe-là. Vous avez évoqué dans vos propos introductifs quelques départs que j'ai bien envie de dire en cascade. Et malheureusement, depuis que par exemple le MPL de Espérance Tébé a fait, on va même dire, son médiatou. J'ai eu l'occasion de le recevoir sur un plateau il y a cela 2 semaines où il est revenu sur un certain nombre, par exemple, de faits qui prouvent suffisance que, de la lune de miel au départ, la lune de fiel est consommée, ça ne va véritablement pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qu'il faut chercher justement à corriger ces violons-là qu'il faut pouvoir accorder pour ensemble regarder dans la même direction, parce que qu'on le veuille ou pas, à l'étape actuelle, pour le militant peut-être démocrate qui nous suit, il a envie en fait de savoir comment ça bouge véritablement dans les différentes chapelles politiques. Et quand on est dans une posture comme celle-ci, véritablement on a soif de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors on a le code électoral qui est là, on a également, je dirais, la difficulté ou la désignation, on doit dire, du duo candidat au niveau de l'opposition, puisque la mouvance a déjà fait, je dirais, ce qu'il peut. Il y a maintenant la recomposition du paysage politique. Ça constitue quand même de grandes épreuves, non, pour ces formations politiques de l'opposition. Oui,
ça c'est vrai, c'est quand même des épreuves sur épreuves. Et vous constatez que si actuellement ça ne marche pas comme on dit, il faut aller voir. Nous avons aussi les élections législatives et les élections municipales. Nous devons aller le même jour. Et ça, bon, personne n'en parle en réalité. Alors que ce sont les premières élections que nous devons faire, je crois, le 11 janvier 2026. Donc, les élections qui sont proches de nous, que 4 mois plus tard, nous aurons l'autre élection, je crois, le 12 avril. Donc, 4 mois plus tard. Et donc, vous constatez que si les gens ont du mal à dégager un duo, c'est pas aussi facile que ça. Bon, mais ça doit être un peu facile du côté de l'opposition parce que en réalité, l'opposition ne gère rien. L'opposition ne fait que critiquer, l'opposition ne fait que dénoncer. Et donc, quand vous êtes dans cette posture, c'est que vous vous préparez d'avance et normalement, vous devez être que l'opposition a eu suffisamment de temps qu'en réalité, on ne devrait plus être à ce niveau, comment dire, au niveau des hésitations. Mais quand même, cela va de soi. Normalement, l'opposition devait essayer de mettre en place un certain nombre de stratégies depuis. Et sa stratégie ne fera que se dérouler actuellement. Mais on sent que cette opposition est un tout petit peu coincée. Et donc, revenons aux élections. Si nous n'avons pas un duo pour l'instant où on attend juste à la dernière minute pour nous montrer le duo, mais qu'en est-il exactement des listes? Qu'en est-il exactement des listes? Les listes pour les communales, la même chose pour les législatives. Parce que les élections législatives sont des élections importantes là. Parce que on a le duo, mais si on ne gagne pas les élections législatives, alors qu'on prétend gagner les élections présidentielles, c'est que je ne sais pas comment ce président va gouverner. C'est ça. Il risque d'avoir la corde au cou, n'est-ce pas, si les minorités à l'Assemblée aussi, pratiquement, il n'a même pas de députés. Son parti n'a pratiquement pas de députés. Je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord. Et donc, l'opposition a normalement le loisir de faire ce travail-là et de montrer quand même. Il faut montrer quand même à ceux qui vous suivent que vous allez quelque part. D'accord. On va essayer de comprendre, n'est-ce pas, ce qui justifie, je dirais, ce mouvement quelque peu lent. Mais on se pose maintenant la question de savoir pourquoi on n'arrive pas à faire le mouvement d'ensemble au niveau de l'opposition. Quand on a vu au niveau du cadre de concertation, vous l'évoquez déjà avec ce départ de Espérance Tébé, il a écrit, il a également parlé, ce médiatour que vous évoquez. On a entendu donc Espérance Tébé qui estime, n'est-ce pas, que son parti n'est pratiquement candidat à rien, lui-même en personne absolument zéro, mais au niveau du cadre de concertation, il y a des actions isolées qui se font et que bon, ce n'est pas de nature à créer effectivement la cohésion. Ça veut dire qu'à un moment donné, le désordre s'est installé. Le désordre s'est installé depuis, si à en croire ce que, en tout cas, Expérience TB a révélé, le désordre s'installait déjà même petitement. Pour en arriver à cette décision-là, prise après consultation justement de ses camarades, comme ils les appellent si bien, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été déjà menées, autant à son niveau, autant aussi de certains, on va dire, lieutenants du cadre de concertation. Sauf que je pense que nous l'avions évoqué sur un plateau la dernière fois, c'est la difficile équation, puisque c'est le thème d'ailleurs justement de l'émission, c'est la difficile équation justement de faire taire les égos et les logos. Et ces égos-là, malheureusement, moi je me suis attendu par exemple qu'au lendemain, après, disons, son coup de gueule et son médiateur qu'il a fait, qu'on puisse voir notre membre aussi actif du cadre de concertation, apporter une version contraire ou même pour qu'il y ait au moins ce choc des idées-là. Malheureusement, vous voyez, c'est le résultat de ce temps. Vous pensez que le silence là donne raison à Mollet, parce que ni le GSR de M. Antoine Guédou-Vicetogbe, ni le FNM, je crois désormais, qui est devenu la troisième voie avec d'autres micro-partis je veux parler de Avoyon. Personne n'est monté au créneau pour nous dire, bon, en réalité, apporter, nous dire que ce sont des ils sont en train de se préparer. Mon cher ami, ça prend du temps parce que, entre, disons, ce médiateur, que celui qui est parti, qui dénonce un certain nombre de choses, a pu nous apporter, et le temps qui est en train de passer, je pense que la vérité ou la prétendue vérité aurait déjà gagné du terrain. Et
ça, ce n'est pas exclu. Ça peut forcément faire changer d'avis à tous ceux-là qui sont acquis à la cause, en tout cas, de l'opposition. D'accord. Il y a l'incohérence que souligne, je dois dire, Espérance Tébé, au-delà de ce, comment dire, du fait qu'il dit que son parti n'est candidat à rien, en tout cas pas pour ses élections, au-delà du fait qu'il y a des actions solitaires et isolées qui se passent, il estime qu'il y a eu une déclaration de candidature, n'est-ce pas, au sein de ce cadre de concertation, en tout cas un membre du cadre de concertation qui déclare sa candidature sans pour autant concerter, je dirais, ou consulter en amont les autres membres. C'est tout cela qu'il qualifie d'action isolée et autres. Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. La cohésion, l'harmonie et autres font défaut au sein, je dirais, des partis de l'opposition. Alors que le cadre de concertation, quand même, doit être ce cadre-là où on se concerte. Où on se concerte. Et donc, vous allez constater que pour, normalement, un cadre de concertation, nous devons avoir un modus vivendi. Et donc, nous avons un point commun et après, on fait le déroulé d'un petit programme. Donc, ça veut dire qu'on a aussi un modus operandi. Bon. Et donc, si vous n'avez pas de modus vivendi ni de modus operandi, nous sommes dans le cadre là. Et il n'y a pas un modèle de fonctionnement, il y a absolument... S'il y a un modèle de fonctionnement, normalement, avant même qu'il ne parte, on devrait quand même le calmer. Mais il y a aussi quelque chose, les rapports de force. C'est ça. Les rapports de force. Parce que mon confrère vient de parler de micro-partis. Ce thème me réjouit. D'accord. Bon, on n'est pas dans le cas aussi parce que normalement, il y a quand même des critères aussi contraignants pour créer aujourd'hui un parti politique. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile. Il y a des critères vraiment contraignants. Mais on constate qu'il y a véritablement de micro-partis. Et donc, si vous ne pesez rien sur l'échiquier national, vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale, alors que dans le même temps, dans le même cadre de concertation, les gens en ont 28. Ben écoutez, vous pesez quoi en réalité et vous allez dire quoi? Mais quand vous vous interrogez sur cette question de poids, ce qui concerne MPL, il y a qu'effectivement au sein du cadre de concertation, il n'y a pas que MPL qui n'a pas, je dirais, les députés pour ne pas dire des élus, il n'y a pas les parrains qu'il faut. Donc le mécontentement n'est pas systématiquement lié au fait qu'on ne dispose pas de parrains ou bien qu'on n'a pas un poids politique. Encore que MPL s'est déjà vu évaluer, je dirais, à travers certaines élections. Oui, mais comment? Et comment? L'évaluation comment? Et donc les autres aussi sont véritablement de micro-partis qui veulent se donner de petites voix. Et j'ai parlé de rapport de force. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous installer dans une opposition alors que vous n'avez aucune force. Et donc vous vous camouflez derrière ceux qui ont de force pour dire que vous avez ci, vous avez ça. Et puis après, vous voyez qu'il y a aussi une troisième voie. C'est ça. C'est quoi la troisième voie? La troisième voie est où? La troisième voie est milieu. La troisième voie est toujours au sein de l'opposition. Et donc, si au sein de l'opposition, nous avons assez de sons de cloche... La création de la troisième voie est vue également comme une forme d'action isolée. Ça n'a pas fait objet, dit-on, n'est-ce pas, je dirais, d'une concertation au sein de ce cadre qui, en temps normal, devrait statuer parce qu'on dit être ensemble au sein du cadre. Par conséquent, les problèmes et autres, les thématiques essentielles, on devrait en débattre à l'intérieur. Vous savez, autour du pouvoir, nous avons, on gère, on essaie de gérer, mais quand vous êtes dans l'opposition, l'entente devient difficile. C'est vraiment difficile, mais des fois, on s'entend sur quand même le minimum, parce que l'essentiel, c'est de dégager ceux qui sont là et de s'installer. D'accord. Vous voyez, dégager ceux qui sont là et s'installer. Et normalement, ça doit être dans cette logique-là. Mais si il se mange le nez entre... Et il y a un leadership qu'on ne... Je sais pas, il y a une guerre de leadership. Et la guerre vraiment à son paroxysme pour que des personnes partent. Ben, on n'aura qu'un résultat de cette opposition. Et donc, c'est une opposition qui ne rassure pas. D'accord. Alors, on se pose la question de savoir, et là, je vous refais une nouvelle fois la question. Qu'est-ce qui déchire concrètement, je dirais, l'opposition? Pourquoi l'harmonie, l'entente, pour ne pas dire la cohésion, pose problème avec les forces de l'opposition, des partis donc qui se disent être opposés, je dirais, au régime en exercice, et pourquoi pas à la continuité qui est annoncée? Pourquoi on a de difficultés
écouter, à harmoniser les points de vue et à faire des mouvements d'ensemble. Au-delà des égos et des logos, il y a aussi la maîtrise de soi. Je me rappelle que justement celui-là même qui est parti, loin de faire de la fixation sur sa personne, est revenu sur certaines, disons, séances à huis clos que certains cadres, justement, de ce cadre de concertation ont pu tenir, et qu'il était obligé de jouer l'arbitre entre des personnes d'un certain âge qui, malheureusement, se disent-ils, se comportaient comme à la limite des gamins. Et donc, c'est d'abord ça, pouvoir taire un certain nombre, disons, d'humeur. Parce que pour aller à une élection comme celle-ci, surtout, si vous n'allez pas en rang serré, c'est que c'est perdu d'avance. Et même si là encore, vous avez des humeurs, comme on le dit, c'est comme le métier qui est le nôtre. Vous avez des soucis, mais l'auditeur ou le téléspectateur ne veut pas le savoir. Il vient, vous faites, comme on le dit, votre job, et puis vous descendez. Et donc, ça devrait être aussi ce qu'on aurait souhaité observer aussi du côté de choses de la classe politique, de l'opposition, notamment de ce cadre de concertation-là, qui, véritablement, il faut pouvoir le dire, ont du mal jusqu'à présent à accorder leur violon. Et vous savez, ils ont de mal. Est-ce que vous pensez que c'est des questions d'idéologie? Ce sont des questions d'idéologie d'une part également, parce que il a évoqué, mon vis-à-vis a évoqué tout à l'heure la question justement du leadership. Le leadership, j'ai pas envie de dire à 3% au niveau de ce cadre de concertation-là. C'est l'impression, en tout cas, que ça nous donne. Parce que, voyez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mes propos, depuis cette sortie-là de l'un des leurs, qui est venu, et je dirais même, qui a mis le pied dans les plats, qui a dénoncé un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est de l'omerta. Silence radio. Même si c'est une stratégie politique, je pense qu'à des moments donnés, quand on laisse la rumeur, en tout cas, planer, à un certain moment, la rumeur finit par se confirmer, devient une vérité. La rumeur finit par circuler davantage. Est-ce que ce n'est pas parce que, je dirais, le peuple, pour ne pas dire les populations, les militants et autres, ne sont pas suffisamment exigeants vis-à-vis des acteurs de la classe politique qu'on est ainsi? Est-ce qu'ils ont des militants? Ils n'ont pas de militants. Je le dis toujours. Mais on a quand même affaire, n'est-ce pas, à un cadre de concertation qui comporte, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, je dirais, un parti politique au moins qui a des élus. Quand vous allez au MPL est allé aux élections, il y a eu un pourcentage aussi faible soit-il, ça veut dire que quand même ils ont fait l'expérience et ils ont des militants. C'est à quantifier à des moments donnés. Il n'y a pas de militants. Il y a plus de personnes dubitatives dans notre pays pour le vote que de militants, que de militants, parce que quand vous allez voir même les comptabilités de ceux qui ont même les cartes de membres, il y a des gens qui parlent même pour dire je suis de tel parti, je suis ci, je suis ça, mais incapables de vous sortir une carte d'adhérent. On dit de nous les journalistes qu'on se présente un peu partout en tant que journaliste alors qu'on n'a pas la carte de... C'était une parenthèse. Écoutez, cela va de soi. Même votre personnalité... se connaissent de toute façon. Même votre personnalité. Allons-y. Et donc, quel est le militant? Et quelle est l'interaction? Ils ont des électeurs. Quand vous avez au moins... les électeurs, c'est des électeurs de tout le monde. Voilà, quand vous avez 28 députés, là je fais une focalisation sur le parti LD, le parti Les Démocrates. Je vous arrête tout de suite. Le parti c'était un phénomène. C'était un phénomène qui a eu quand même, comment dire, qui peut s'expliquer à cette époque-là. Et vous pensez que les données ont changé? Mais les élections ne se ressemblent pas. Ils peuvent avoir même plus. D'accord. Et comme ils peuvent avoir moins. D'accord. Ils peuvent avoir moins. Ça veut dire que dans un cas comme dans l'autre, si on tient compte, je dirais, du factuel des 28 députés dont ils disposent, ça veut dire qu'au moins, ils ont des électeurs, ils ont des gens qui les ont écoutés et qui peuvent encore les écouter. De toutes les façons. De toutes les façons. Oui. Je vous concède tout. D'accord. Je vous concède tout. Mais je dis que quelle est l'interaction entre ces partis, les instances de ces partis politiques et les soi-disant militants? C'est ça. Normalement, ce sont les militants qui devraient quand même décider, ou ce sont les militants qui devraient quand même faire remonter un certain nombre de choses. Oui.
aux grandes instances pour qu'il y ait des décisions. Oui, on se demande, les militants, les électeurs, en tout cas tous ceux qui les soutiennent et autres, peut-être ne sont pas exigeants, sinon ils doivent se dire, mais écoutez, vous avez dit que vous entendez, que vous êtes mis dans un cadre de concertation, il y a quelqu'un qui est fâché et qui s'est retiré, il a fait des déclarations et autres, on veut en savoir un peu plus. Et jusque-là, comme le soulignait tout à l'heure Aziz Adam Souley, c'est que ce silence radio au niveau des autres membres du cadre de concertation, on se demande, il y a quelque chose qui ne va pas, on veut laisser, je dirais, un sous, muet et aveugle les populations, les militants et les soutiens sur ce sujet. Oui, mais c'est normal. Et vous constatez que si on n'a pas encore le candidat qui d'ici quelques semaines devrait valider au niveau de la Sénat, mais si on n'a pas... Et puis, vous voyez, si on n'a pas ça, si on n'a pas ce duo-là, ça veut dire qu'il n'y a aucune pression. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour décider. Parce que il y a une petite partie normalement où celui-là devrait quand même se faire voir. Même si on le connaît au sein de la classe politique, vous voyez... vous voulez qu'il pointe du nez, comme on dit. Non, vous voyez en face que... Il a pris le temps maintenant de faire passer ou d'aller dans les états-majors des partis politiques qui soutiennent les actions du gouvernement. Et normalement, il devait avoir quand même une petite partie comme ça pour qu'on essaye de le connaître, pour qu'on voit comment est-ce que... Voilà. Mais donc, jusque-là, on n'a encore rien. Si on n'a encore rien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne pour mettre la pression et donc, il n'y a pas de militants pour mettre la pression et que les gens attendent seulement que la décision... Est-ce que la pression, c'est nécessaire? Est-ce que parfois, les journalistes aussi ne sont pas curieux, ils sont pressés? Genre, bon, la mouvance a désigné, bon, pourquoi l'opposition ne désigne pas encore son candidat alors que, au-delà, au niveau, je dirais, des institutions en charge de l'organisation des élections et des tests en République du Bénin, des tests en vigueur. Donc, ils ne sont pas aussi en retard que ça. Non, personne n'a dit qu'ils sont, en retard. Pourquoi on devrait leur mettre la pression? Pourquoi on est pressé de voir leur candidat? Donc, c'est aussi ambigu ce que nous disons. Si nous raisons comme ça, c'est-à-dire que nous sommes aussi dans une ambiguïté. D'accord. Alors, on va évoluer toujours sur la santé de l'opposition et sa cohésion. Bien entendu, la cohésion jusque-là à rechercher, cohésion qui fait objet donc de débat avec les déclarations, cette fois-ci, de Léon Basile Arrossi. On le connaît en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, député pour le compte du parti les démocrates. Mais déjà à la désignation du candidat de la mouvance, Romuald Wadani, il a pondu une lettre de félicitations et pourquoi pas de soutien à ce candidat. Il a fait maintenant une autre sortie, n'est-ce pas, où il estime qu'il a des liens plus ou moins forts avec Romuald Wadani. Il a bel et bien déposé sa fiche de parrainage pour son parti, mais qu'il va soutenir Romuald Wadani, qui est de la mouvance. Vous comprenez, je dirais, cette forme d'incohérence? Moi, je vais peut-être vous surprendre. Moi, ça ne m'a pas étonné. Ah bon? Oui. Pourquoi? Le doyen Basile Léon Arrossi, il a fait du Léon Basile Arrossi. Vous vous souvenez, pendant... Voulez-vous dire que c'est un habitué des ouais, tout le monde le sait. Je ne mais cette fois-ci, le sujet... Mais cette fois-ci, est-ce que ce n'est pas différent? Oui, c'est différent. C'est-à-dire, c'est différent dans la mesure où, sauf que vous avez oublié de préciser que, bon, c'est vrai qu'il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que, voilà, son soutien soit, disons, mis sur la place publique, que, voilà, les heures après que, voilà, ça nous s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, ce qui a fait enfler la polémique, et que, bon, voilà, ça a été une correspondance qu'il a envoyée au ministre Wadani. Bon, ça, c'est un autre débat. Revenons sur votre question. Oui, je le dis que moi, ça ne m'étonne pas, en réalité. Ça ne m'étonne pas dans la mesure où, voyez-vous, le député Basile Arrossi a fait parler son cœur. C'est vrai que dans la norme, c'est pas quelque chose qu'il faut pouvoir encourager, à la vérité. Parce que si chaque candidat, si chaque député doit, disons, par amour, par appartenance de son aire culturelle ou de sa région, devrait, disons, donner son quitus ou sa caution à, disons, à un potentiel candidat, je me demande si véritablement il y aura de la cohésion. Donc, je pense à mon humble avis, peut-être que le mot est fort, il y a eu peut-être... il y a eu un problème de discipline de groupe qui s'est posé à ce niveau. Et vous voyez... Discipline de groupe qui influence la cohésion.
qui influence malheureusement la cohésion et ça porte également en tosse justement à ce cadre de concertation dont ils sont membres. Sur cette question, la posture qu'adopte Léon Basile Arrossi, il a fait une sortie pour beaucoup plus clarifier ça, c'est beaucoup plus clair. Il dit avoir, je dirais, des liens plus forts, très forts avec le papa de Romiad Ouadani ainsi qu'avec Romiad Ouadani lui-même. Mais bon, son parrainage reste au niveau du parti LD, son parti donc de provenance, mais toujours est-il qu'il va soutenir Romiad Ouadani. Il a même expliqué un peu plus loin, je le paraphrase comme ça, que ses soutiens, ses militants, bref, ceux qui ont voté pour lui, pour faire de lui député actuellement, ne veulent plus faire, je dirais, de l'opposition. Comprenez-vous, je dirais, cette lecture de, comment dire, des propos de Léon Basile Arrossi? Il n'est pas loin de ce que la FCBE a dit, non? Il n'est pas du tout loin quand il parle de sa base et qui ne voudrait pas faire l'opposition. Bon, non, je crois que il y a quelque chose au-delà de la politique. Je crois que c'est ça que M. Arrossi nous montre, qu'au-delà de la politique, il a des liens. La dernière fois, on parlait et je vous ai dit que les gens sont très liés dans notre pays. Que ce soit en matière politique, que ce soit en matière sociologique, les proximités géographiques et tout. Parce que vous voyez que vous avez souligné, n'est-ce pas, que ces aspects, n'est-ce pas, prédominent souvent la question d'idéologie politique. Oui, ça prédomine. Et puis, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Mais qui pourrait imaginer qu'ils ont aussi des liens forts que ça? D'accord. Et alors que lui, il va à l'Assemblée nationale pour défendre, par exemple, le budget. La dernière fois, il a été la seule personne à voter pour. Les autres, tous les 27 ont voté contre. D'accord. Et il nous a donné une explication. Et aujourd'hui, on comprend aisément que c'est son filleul. D'accord. Bon, on le dit comme ça. Pour dire la chose ainsi. En griffe. Et donc, vous voyez que... Mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi c'est maintenant que Léon Basile Arrossi vient déclarer, vient se souvenir qu'il a des liens forts avec, doit dire, Romiad Ouadani, alors qu'il a pris pratiquement toutes ces années plutôt à attaquer, à critiquer le régime auquel appartient Romiad Ouadani. Comment est-ce que lui-même, en tant que Léon Arrossi, a attaqué Yahi tout le temps? Nommé, je crois, ministre de l'Environnement, ou je me rappelle plutôt, il dit non. Et puis après, quelques années après, il vient travailler avec Yahi. Oui, il a dit que si Yahi Boni a pu faire le chaos, n'est-ce pas, en 2011, qu'ils ont adopté Yahi Boni, n'est-ce pas, pour qu'ils leur apprennent comment on fait chaos, c'est-à-dire comment on gagne les élections, parce qu'il estime qu'il a l'expérience. Il avait donné une explication. On sait toute la misère que Yahi Boni a fait à l'Union fait la Nation. Et il était membre de l'Union fait la Nation. Mais pourquoi aujourd'hui... Surtout pour la compétition de 2011. Voilà, mais pourquoi aujourd'hui il travaille, il est un membre influent entre griffes au niveau du parti de Yahi Boni aujourd'hui. On se pose la question de savoir. Cette ambivalence-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais donc ça veut dire que si nous voulons montrer que réellement Léon Basile Arrossi est, comment dire, était opposé, en tout cas, dans le fonctionnement. Est dans une ambivalence, il faut remonter encore un peu plus loin pour dire, mais cette ambivalence ne date pas de maintenant. S'il travaille avec Yahi Boni aujourd'hui, alors que hier, tout ce mélange-là, ça va donner quoi selon vous? Et là, ce serait votre mot de conclusion. Quand on appartient c'est un mélange. C'est pratiquement un mélange de gens. Je ne veux pas être en tout cas le client qui va quand même goûter à cette sauce-là. Parce que c'est de la bouillabaisse, quoi. À la limite, c'est un mélange qui avec un goût insipide, parce que là, comme je l'ai dit, on gagne du terrain, le temps s'en va, on peine à nous sortir le duo de candidats, pendant que du côté de leurs amis d'en face, c'est déjà programmé pour ça évolue, ça va à pas de géant. Je crois bien en octobre prochain, le 5 je crois, le duo de candidats sera investi. Et pendant ce moment, j'ai pas envie de dire que ça dort de l'autre côté. Peut-être que
c'est une stratégie politique. C'est la Mais transparence. on veut voir du nouveau, on veut voir du beau pour que nous ayons également de la matière pour La commenter. transparence. On attend de voir. D'accord. Oui, c'est la transparence. Ce serait votre mot de conclusion. Merci beaucoup. Transparence au niveau donc de l'opposition. Armand Videgra, merci beaucoup pour votre passage Merci, sur ce Wahab. plateau. Aziz Adam Souley, C'est moi. merci beaucoup. On va se donner rendez-vous très prochainement. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. On se retrouve en direct demain à 20h. Allez, portez-vous bien.